La ville a été, si je puis dire, prise en otage. Et je dis à maman, mais maman, ils mettent des cordes au balcon. J'étais terrorisé. J'ai dit, bon ben, je vais y avoir droit. Et ils ont fait un nœud coulant. Et là, les Allemands ont commencé. Et on les poussait. Il a crié, maman, maman, dis-leur que je suis innocent. C'est horrible. C'est des moments pénibles. Depuis le début de l'année 1943 et la déroute des armées nazies aux portes de Stalingrad, en URSS, le Troisième Reich est acculé de toutes parts. Les Alliés sont maîtres de l'Afrique du Nord. Ils débarquent en Italie en juillet 1943. En France, les Allemands occupent militairement la totalité du pays. Vichy n'est plus qu'un État fantoche. Le chef de l'État, Philippe Pétain, et son chef de gouvernement, Pierre Laval, se sont lancés dans une politique de collaboration totale avec l'Allemagne d'Hitler. Les défaites nazies, le durcissement de l'occupation et les victoires alliées encouragent l'organisation et la montée en puissance de la résistance. Dans le sud-ouest de la France, notamment en Corrèze, se mettent en place d'importantes filières de renseignement et d'évasion, mais aussi des mouvements qui deviennent des maquis structurés. Dans ce département, il y a les FTP, les francs-tireurs partisans, la force armée du Parti communiste français clandestin qui occupe une position dominante. Depuis quelques mois, ces mouvements de résistance commencent à recevoir des armes de Londres. Elles sont parachutées de nuit sur des sites que les maquisards ont préparés. Ces parachutages permettent d'armer des volontaires toujours plus nombreux en ce début d'année 1944. Jean Maison a 17 ans cette année-là. Ce jeune maquisard communiste a pris des armes pour combattre l'occupant nazi. Il vit dans le maquis à quelques kilomètres de Tulle. On recevait des parachutages, j'ai une vingtaine de conteneurs chaque fois, où il y avait des fusils mitrailleurs, des stènes, des grenades. C'était un armement, voilà ce qu'on avait. Et ça, bon, on le camouflait dans les fermes, justement, ou dans des sapes qu'on creusait dans la terre. Armés et entraînés, les maquisards harcèlent l'occupant allemand et les forces de l'ordre de Vichy. Nous, notre guérilla, c'était quoi? C'était des embuscades. Donc choisir sur les routes où se déplaçaient les troupes ennemies des endroits un peu surélevés, balancer des grenades, tirer quelques coups de fusil mitrailleur et repartir bien vite. Et à partir du printemps 1944, le maquis passe à des actions de plus grande envergure. Pierre Pranchère a 16 ans en 1944. Ce franc-tireur partisan s'occupe de la formation des jeunes recrues de Corrèze. Fin avril, 1er mai, toute la nuit, donc la nuit et la journée, sur toute la Corrèze, il y a des barrages, sabotages, destruction. Je me rappelle, pour ce qui me concerne, nous détruisons les lignes téléphoniques, nous sabotons, on met le plastique sur les arbres pour les coucher, etc. Embuscade, action commando et coup de force audacieux, les maquisards s'en prennent aux axes de communication en multipliant les barrages. Ils s'attaquent aussi aux voies ferrées. Ils veulent désorganiser le trafic militaire allemand entre le sud et le nord de la France. Pour les Allemands, le problème stratégique d'un département comme la Corrèze, c'est que bien sûr il y a un certain nombre d'axes qui passent par ici. C'est l'axe Brive-Limoges-Paris, et puis le deuxième axe c'est Brive-Clermont-Ferrand, puisqu'il y a un état-major important allemand du côté de Clermont-Ferrand. La réaction ne tarde pas. La réplique est sanglante. Début avril 1944, dans une grande opération de répression, les Allemands ratissent la Dordogne, la Haute-Vienne et finalement la Corrèze. Pour la Corrèze, ce passage de la division Bremer est terrible. Le préfet, dans son rapport à Vichy, parle de semaine sanglante. Il explique que la division Bremer a opéré à peu près
3000 arrestations, qu'il y a eu 300 déportations et qu'il y a eu environ 55 exécutions. Jean Hartmann est un Alsacien enrôlé de force dans l'armée allemande. Depuis 1940, l'Alsace et la Moselle ont été annexées par les nazis. Alsaciens et Mosellans sont devenus allemands. En tant que soldat SS, Jean Hartmann participe à ces opérations de terreur dans le sud-ouest de la France. On a eu l'ordre de rentrer dans les maisons. Je suis rentré dans une maison par hasard. Il n'y avait personne, oublie. Il y avait une porte, j'ai ouvert. J'ai vu un petit lit, je pensais que c'était un bébé. J'ai refermé la porte, et puis j'ai laissé dormir cet enfant. Et notre chef de groupe, le sergent, il est rentré, il a tiré un pistolet dans la tempe. Ça m'a tellement bouleversé que je n'ai même pas remarqué qu'il a tiré 2 fois. Il y avait 2 jumeaux qui étaient là, 2 garçons de 4 ans, qu'il a tués. C'était une répression sauvage qui menait, hein. Il ne faisait pas de sentiments. Comme il voyait bien que la population était du côté de la résistance, parce que si la population n'avait pas été du côté de la résistance, il n'y en aurait pas eu, ils essayaient de tout faire pour couper la population de la résistance. Et à part quelques dénonciations, les Allemands ne débusquent aucun maquisard dans les campagnes de Corrèze. Ils renforcent encore un peu plus leur appareil répressif dans les villes du département et plus particulièrement à Tulle. Il y a la troupe Bonny-Lafont qui arrive de Paris avec une troupe qui est composée partiellement par des repris de justice et qui vont de manière très grossière, brutale dans la population avec un feu vert de la part de la police allemande, la Gestapo. Lafont est un auxiliaire des services de sécurité nazis. À Paris, ce repris de justice crée la Gestapo française. Assassinats, trafic, torture, pillage. Lafont arrive à Tulle en février 1944 avec plusieurs centaines d'hommes. Lafont et ses tueurs prêtent main forte aux Allemands dans leur chasse aux résistants. Les hommes de Lafont se livrent à de multiples arrestations et la plupart des personnes arrêtées sont en réalité torturées à l'hôtel Saint-Martin. Jean Viacruz a 25 ans en 1944. Il est coiffeur à Tulle et habite à proximité de l'hôtel Saint-Martin, le siège de la Gestapo. Et alors il faisait des rondes, il allait dans les cafés, il essayait d'avoir des renseignements. Quand il prenait ma guitare à l'hôtel Saint-Martin, dans les baignoires, là-bas, les martyrs. C'est ça. Alors on avait peur d'eux, et là on avait peur de passer devant. Torture et arrestation arbitraire. L'installation à Tulle d'une antenne de la Gestapo aidée par la milice française accentue un peu plus le sentiment de terreur dans la population. Mais la résistance ne se laisse pas intimider. Quand la division allemande quitte le département, les maquisards se sentent les mains libres et lancent une opération de grande envergure. De toutes les préfectures de la région, celle de Tulle est certainement la ville où l'opération est la plus réalisable, puisque la ville est totalement encaissée, donc facilement encerclable. La deuxième explication, c'est une explication tout simplement militaire, du fait de la présence de la manufacture d'armes à Tulle. Et cette manufacture d'armes, depuis 1943, elle est passée sous le contrôle des Allemands. C'est de s'emparer aussi de l'armement de la principale garnison de gendarmerie de tout le secteur. Au cœur de Tulle, la caserne abrite 600 gendarmes de Vichy. Côté maquisard, le nouveau responsable militaire de Corrèze, Jean-Jacques Chapoux, dit Kléber, est un homme d'action. Le 25 mai 1944, il fait mobiliser tous les résistants de l'ombre qui habitent Tulle et tous les maquisards de la Corrèze. Lorsque dans les usines on fait l'appel des ouvriers, on voit bien qu'il manque du monde. À la manufacture d'armes, par exemple, il manque plus de 100 personnes qui ont gagné le maquis. Tout le monde sent bien qu'il va se passer quelque chose. L'attaque coup de poing de Tulle, baptisée Turenne, est fixée au 7 juin. Les Alliés qui débarquent le 6 juin galvanisent le moral des résistants. Les sanglots longs des violons de l'automne. Pierrette Arnal est infirmière à la manufacture d'armes de Tulle. Elle a 23 ans en 1944 et vit avec son mari dans le centre-ville. Je sentais que quelque chose allait se passer, c'est pourquoi je n'ai pas bien dormi. Je me suis levée
J'ai regardé derrière, à travers le rideau, et j'ai vu donc un groupe de maquis, ils étaient 12 ou 15, je ne les ai pas comptés. Et le premier qui est descendu, c'était donc sans doute leur chef. Il descendait le premier, tout doucement. Quand il m'a aperçu à la fenêtre, il m'a fait ça. Je suis rentrée un petit peu. Et à 5 h du matin, donc, le premier coup de feu a éclaté, puis après, tout le monde a répondu. Jean-Jacques Chapou a fixé 3 objectifs à ses hommes. Au sud de Tulle, dans le quartier industriel de Souillac, la gare et la manufacture d'armes. Au centre-ville, la caserne des gendarmes et la commandantour. Au nord, l'école normale de jeunes filles qui abrite des troupes allemandes. Les résistants doivent empêcher à tout prix que les Allemands ne se regroupent. Les occupants ont 400 soldats. Les résistants sont un peu moins. Les hommes du maquis de Haute-Corrèze sont en retard. Rien ne se passe comme prévu. La matinée du 7 juin est assez compliquée en fait pour les maquisards, puisque une fois l'effet de surprise passé, ils se heurtent partout à de très fortes résistances. Pour la compagnie des francs-tireurs partisans de Jean Maison, chargée du centre-ville, c'est le drame dès le début de l'attaque. Ça s'est mal passé parce que celui qui commandait a été tué presque à l'arrivée, Gustave. Une autre qui était responsable de la compagnie, 233e compagnie FTPF, lui a été blessé aussi. Retard, combat violent. Rapidement, un autre drame intervient dès les premières heures de l'attaque. Il est l'œuvre de la compagnie allemande qui tient le quartier de la gare. Les Allemands et des officiers allemands tuent à bout portant 18 civils français qu'eux-mêmes avaient engagés comme garde-voie. Au bout de 3-4 heures de combat, Jean-Jacques Chapou est très pessimiste. Donc la plupart des unités FTP se replient, sauf une, celle qui assiège l'école normale d'institutrices, qui elle n'a pas reçu l'ordre et donc qui va combattre jusqu'à 17 h. Il y a vraiment un problème de liaison pour les FTP. Il faut presque, pour aller du nord au sud de la ville, eh bien, la contourner entièrement. Et lorsqu'on voit les collines qui entourent la ville, on devine combien c'est compliqué, puisque tout se fait à pied ou au mieux en bicyclette. Paul Mialet a 20 ans en 1944. C'est l'un des messagers FTP au moment de l'attaque de Tulle. Il profite d'une trêve des combats pour transmettre des informations vitales au quartier général de la résistance basé à la mairie. Au cours de sa mission, il est le témoin de l'événement qui a fait basculer la bataille. Il n'y a pas beaucoup de munitions. Hein. Alors, d'aller le signaler à la mairie à Tulle. Alors, on a pris par les buts, ça allait. Puis on est descendu à l'école supérieure. Et alors là, on a pris des balles. Ça regarde. Alors les gens nous ont dit, attention, camouflez-vous. C'est Lacoste, l'avocat, qui tire sur vous. Il est dans le grenier, là. Alors, on y a foutu un bezinguet dedans. Et puis on est descendu, on avait autre chose à faire. Et quand on est arrivé au fond, là-bas, on ne te tombe pas avec il y avait 200 GMR qui nous montent. Et bien moi, j'ai dégoupillé une grenade, je l'avais à la main. Et les deux autres, avec la mitraillette, prêts à faire feu sur les gars. Ils sont montés, ils sont partis. Autrement, nous, on y laissait la peau, mais ils avaient des dégâts. Hein. Ce que ne savait pas le FTP Mialet, c'est que le départ des 600 gendarmes venait d'être négocié par Chapou, le chef des maquisards. Les gendarmes se retirent sans combattre. C'est une semi-victoire pour les FTP. Évidemment, il y a des forces en moins dans Tulle. Maintenant, l'un des objectifs des FTP, c'était quand même d'essayer de s'emparer de l'armement et de l'équipement des gendarmes, voire d'essayer d'obtenir leur ralliement. Le centre-ville est libéré le 7 au soir. Au deuxième jour de l'attaque, le 8 juin, les maquisards concentrent tout leur feu sur l'école normale de jeunes filles. 150 Allemands sont retranchés dans ce bâtiment. Les attaquants ont la bonne position puisque sur les hauteurs, les autres sont un peu dans le trou et exposés, mais ils tiennent la position. Roger Brett est un jeune instituteur de 22 ans lorsqu'il entre en résistance. Pendant l'attaque de Tulle, il commande une section de FTP avec le grade de sous-lieutenant. On nous a postés sur une hauteur qui domine un peu l'école normale d'institutrice, l'ancienne école normale. C'était plus une embuscade, là, c'était un siège. J'ai surtout senti la trouille. Je songeais d'abord à me protéger et ensuite à riposter.
Et je pense que tout le monde était comme ça. Hein. On n'était pas des guerriers, quoi. En tout cas, moi, j'ai tiraillé avec ce que j'avais en main, la Thompson, dans les fenêtres de l'école normale quand je voyais bouger quelque chose. La violence des combats fait que dans l'après-midi, l'école finit par prendre feu. Les Allemands n'ont plus que deux possibilités, soit se rendre, soit tenter une sortie. Les Allemands sont sortis les armes à la main pour s'en servir. Les maquisards qui sont mieux placés prennent cible sur ces Allemands qui sortent, et c'est ça qui fait le grand nombre de tués allemands. Parmi la troupe qui finit par se rendre, les résistants isolent 11 hommes de la Gestapo, dont des miliciens français qui sont immédiatement fusillés. Il est 17 h. C'est la fin des combats dans le centre de Tulle. Mon premier réflexe a été d'enfiler mon uniforme d'infirmière. J'ai pensé qu'il y avait des blessés, qu'il fallait que je me précipite. Non, c'était des morts. Ils ont mis tous ces Allemands bien alignés sur le trottoir qui monte à gauche vers la préfecture. Et ils étaient 40 soldats morts. La prise de l'école normale d'institutrice est vécue par les FTP, mais aussi par les tullistes, comme une véritable victoire, quasiment comme l'annonce de la libération de la ville. En début de soirée, c'est la liesse dans Tulle. Tout le monde riait, tout le monde se congratulait, les filles embrassaient les gars du maquis, des hommes et des femmes portaient de l'alcool, du vin, des bouteilles de vin, ce qui se fait tout le temps et c'était pas bien. Bon. Enfin bon, nous sommes rentrés, mon mari et moi, parce que nous n'aimions pas toutes ces effusions-là. Chapou, qui jusque-là avait installé son poste de commandement à la mairie, se rend à la préfecture et le préfet lui demande quand même « mais qu'allez-vous faire si des renforts allemands arrivent ?» Et là, Chapou presque rigole en lui disant « mais les Allemands, avec le débarquement, ils sont occupés en Normandie et il n'y a plus aucun Allemand en Corrèze. » Chapou dit ça sans doute vers 8 h. Jacques Martini a 17 ans pendant l'attaque. Jeune ouvrier à la manufacture, il est l'un de ces résistants de l'intérieur spécialisés dans le sabotage. Vers le soir, au fur et à mesure que le soleil décline un peu, on commence à entendre un ronflement qui monte de la vallée, qui monte de la vallée. Alors là, c'est la grande illusion parce que les voisins me disent « Jacques, va voir sur la route de Brive, c'est des Américains qui arrivent de Bordeaux. » Et là, ils débouchent un char, je n'en avais jamais vu d'aussi gros. Donc je crie à mon père, c'est les Boches et je me sauve. Des FTP se retrouvent par surprise nez à nez avec des blindés allemands qui arrivent, donc essaient quand même de se défendre avant de se replier. René Dubec est un lycéen de 16 ans lorsque les SS reprennent Tulle. Ses parents habitent à l'entrée de la ville. On voyait bien, on voyait les chars d'assaut et les maquis, il y en avait devant chez nous. Et ces imbéciles-là, ils tiraient avec des mitraillettes contre des chars d'assaut qui passaient route de Brive. Et mon père disait, oh là 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 là, ils tirent de là, ils vont nous faire repérer, on va y avoir droit. Bon, mais après, ils se sont sauvés, eux ils sont partis. Hein. Et nous, on est restés là, ça s'est calmé, on n'entendait rien, on ne savait pas ce qui allait se passer. Au matin du 9 juin, eh bien, le maquis s'est totalement replié et les hommes de la Das Reich contrôlent totalement la ville de Tulle. Das Reich est une division blindée SS placée sous les ordres directs de Himmler. Elle est au repos et en pleine recomposition depuis quelques mois dans la région de Montauban, après plusieurs campagnes militaires très dures en Yougoslavie et en URSS. Cette division, à l'origine composée de SS fanatisés, a commis des centaines de milliers de crimes en Europe de l'Est. Elle s'est faite une terrible réputation dans sa lutte contre les résistants en pratiquant la terreur. Une guerre psychologique sanglante qui visait à couper les relais résistants au sein des populations civiles en pratiquant les massacres. C'est ce qu'avait expliqué le général Lammerding, qui dirige la division Das Reich, dans une note qu'il avait écrite le 5 juin, c'est-à-dire avant même que l'ordre lui soit donné de se mettre en route pour la Corrèze. Il avait dit que pour un soldat allemand blessé
il y aurait 3 civils exécutés. Pour un soldat allemand tué, il y en aurait 10. Das Reich est en état d'alerte depuis le débarquement allié qui a eu lieu 2 jours plus tôt, le 6 juin 1944. Son chef, le général Lammerding, doit éradiquer les maquis du Limousin. Le 8 juin, quand il est à Brive, il reçoit un ordre de son état-major. Ils savent qu'il y a une action à Tulle, et c'est ça qui les détermine. Tiens, puisqu'on va frapper, on veut frapper, ben, Tulle s'offre à cause de l'action du jour. Et une section de reconnaissance est dépêchée à Tulle. Charles Buch est un autre Alsacien. Il a 17 ans quand il est incorporé de force dans la division Das Reich. Traducteur, il fait partie des SS qui reprennent la ville de Tulle. On est arrivé le 8 le soir à Tulle. On a dormi dans les voitures et le lendemain matin, on est allé dans la ville. Avant son arrivée à Tulle, le général Lammerding dépêche des officiers SS pour faire le constat sur les dégâts humains et matériels des combats de la veille. Et c'est le vu de ces cadavres-là qui déterminera la fureur ou la rage de répression. Et finalement, le matin du 9, il y a une concertation à laquelle participe Lammerding. Et c'est là qu'on décide, en quelque sorte, en comité interne, la procédure. Et quand c'est décidé, au courant de l'avant-midi, Lammerding repart vers ses blindés à usage. Et le résultat final est expliqué sur une affiche en papier. Là, il y a une chose un peu irrationnelle, un formalisme. Toute la population est enfermée dans la maison, mais eux vont placarder des affiches que personne ne pourra lire. Il y est dit que 40 soldats allemands ont été lâchement tués. Par conséquent, 120 personnes seront punies par pendaison. Leurs corps seront ensuite jetés dans la rivière Corrèze. Ils auraient dû être 400. Mais l'état-major de Lammerding tient compte de certaines circonstances atténuantes, comme le fait que des blessés allemands aient été soignés. Le 9 juin à l'aube, entre 3000 et 5000 hommes sont arrêtés. Quasiment un habitant sur 3 de Tulle, qui en compte environ 15 000. Yvette a 14 ans en 1944. Elle habite avec ses parents dans une rue qui donne sur la place de Souillac, en face de la manufacture d'armes. Le 9 au matin, il devait être 7 h du matin, ça a tapé à la porte. On a ouvert, ils sont rentrés, les Allemands sont rentrés un peu en force. Papyre. Alors papa est parti, il nous a laissés, maman, je me souviens, lui a donné sa casquette. Et il est parti, et nous autres, on est restés là avec maman. Il y a 2 Allemands qui sont venus, qui sont rentrés dans la maison, qui ont demandé à ma mère où était mon père. Alors lui, il était là, et il dit, je suis là. Vous venez avec nous, et puis il me voit. Vous aussi. Il dit, mais il est tout jeune. Hop, vous aussi. Allez, hop. Ils nous ont encadrés, puis on est descendus. Roger Reclus a 18 ans en 1944. Depuis quelques mois, il fait son service à Tulle, dans les chantiers de la jeunesse. Il est dans cette organisation paramilitaire du régime de Vichy quand il croise des SS pour la première fois. La grande porte du gymnase s'est ouverte, la section de SS est rentrée là-dedans, et puis ça n'a pas rigolé. Debout, Raus dehors. Alors on est sorti en vitesse, on était couchés, on est parti en vitesse, moitié habillés, moitié nus, même, il y en a qui sont partis en slip, les mains sur la tête, et on s'est mis colonne par 3. Nous sommes descendus dans la ville, en ville, et puis, en même temps, on les a vus installer des cordes. La rafle allemande touche tous les quartiers de la ville. Certains, comme Jean Viacrose, n'ont pas de chance. Ce jeune coiffeur se fait prendre alors que les arrestations touchent à leur fin. Je vois un voisin qui passait. Je lui dis, René, c'est fini. Je n'avais pas dit ça. L'Allemand est arrivé, il dit, allez, descendez. Vérification papier. J'étais en pantalon de plage et chemisette. Et des espadrilles de charentaises. Alors je suis descendu, on est arrivé à 1h30. On était les derniers pris. Ces milliers d'hommes sont rassemblés au cœur de la manufacture d'armes de Tulle. L'angoisse et la peur sont palpables.
S'agit-il vraiment d'un simple contrôle d'identité? Pourquoi les Allemands commencent-ils à faire un tri parmi les hommes pendant des heures? C'est sur cette route que ces milliers d'hommes commencent à comprendre qu'il se passe quelque chose de grave. On commence à nous séparer, les jeunes, c'est-à-dire au visage de 16 et en montant. On nous envoie sur le côté gauche, devant ce bâtiment. Le groupe de droite est beaucoup plus nombreux, peut-être à peu près le double. Ils sont là devant la direction. Et à ce moment-là, on se posait des questions, qu'est-ce qu'il allait arriver? On sentait qu'il y avait quelque chose. Petit à petit, on vide la manufacture des catégories qui sont considérées comme indispensables à la reprise de la vie dans la cité de Tulle, c'est-à-dire les fonctionnaires, les commerçants, les cheminots qui sont sortis des rangs. Il y avait une petite table, une chaise. Le gars qui était assis, il nous a demandé nos papiers. Mon père a sorti les siens. Et il regarde, il dit, vous êtes contrôleur à la poste? Et je lui dis oui. Vous partez chez vous. Et alors, l'Allemand, il me fait, là, allez en face. Moi, je vais en face. Ce qui fait qu'il ne reste plus au final à peu près que 600 personnes dans la manufacture. Bon, le tri commence. On avait la certitude que ceux qui passaient dans le milieu, qu'ils allaient les fusiller comme ils avaient fait au garde-bois. Alors j'étais là, j'étais terrorisé. J'ai dit, bon ben, je vais y avoir droit. Alors là, il y avait, à côté de moi, je ne l'avais même pas repéré, bon, le propriétaire de la maison où on était, Perrault Louis s'appelait. Il me fait, dis donc toi, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je lui dis en Miami. Il me fait, mais il ne faut pas rester là, tu vois pas? Ils vont nous fusiller, regarde, ils nous prennent notre identité. Va-t'en. Il y avait des Allemands partout, va-t'en. Ils étaient comiques. Moi, je bougeais plus, je ne savais plus où j'étais. Le père Perrault, il prend de l'élan, il me fout un coup de pied dans le derrière. J'ai été tombé peut-être 3 mètres plus loin, à plat ventre, par terre. J'osais plus me relever, j'ai dit, ils vont me tirer dessus. Ben non. Alors je me suis levé doucement. Alors j'avais le peloton d'exécution qui était 4-5 mètres derrière moi. Et le reste de la troupe qui n'était pas en peloton, ils étaient à 20-30 mètres de l'autre côté. Je ne me suis pas dégonflé, j'ai dit, on verra bien. Je suis parti avec eux. René Dubec sort du groupe qui semble être promis à la mort. Il est toujours dans la cour de la manufacture et n'est pas au bout de ses surprises. Le tri continue. C'est un homme qui fait la sélection, Walter Schmald, qui était dans les combats de l'école normale institutrice et qui en a un petit peu échappé miraculeusement. Il a réussi à se cacher. Et il y va avec beaucoup de rage. On le juge plus dangereux que les autres parce qu'il fait son travail avec un zèle affiché. Il n'est pas celui qui dirige l'opération, mais dans la pratique du choix, de la sélection, de faire passer la terreur dans les rangs des hommes rassemblés, là, il s'est imprégné à l'imagination des tullistes. Il était vicieux, ce type. Je me demande pourquoi il a fait ça 2 fois. Il vient, alors il cherchait, il passait devant les gens. Il arrive devant moi, il me voit comme ça, il fait « Vous !» Tac, il sort celui d'à côté. J'aurais été cardiaque, j'étais mort. Vers 4 heures par là, le maire de Tulle, le général Bouty, qui était désigné par Vichy pour la ville de Tulle, est arrivé. Il a dit, voilà mes amis, c'est triste, je vais vous annoncer, vous allez assister à l'exécution de terroristes. Les SS ont sélectionné le groupe des 120 civils, des hommes et des adolescents à sacrifier. Tous les prisonniers quittent la manufacture. Encadrés par les SS, ils s'installent sur la place de Souillac, au sud de la ville. La population est terrée derrière ces volets. Tous les ingrédients de cette mise en scène macabre sont prêts. Les nazis commettent alors l'irréparable. Je regarde toujours derrière le volet et je dis à maman, mais maman, ils mettent des cordes au balcon. Enfin, maman me dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils accrochaient les cordes et ils ont fait un nœud coulant.
Et au-dessous, ils ont mis un escabeau, une chaise, une caisse et n'importe quoi. Et là, j'ai reconnu M. Guerchon. Il avait je voyais qu'il avait les mains attachées avec son blouson. J'ai regardé là et puis j'ai dit à maman, enfin je reviens, maman, ils les pendent. Il faisait monter le supplicié, enfin c'est l'homme, sur la chaise, à l'escabeau. Il lui passait la corde au cou. Il donnait un coup de pied dans la chaise, ce qui fait que l'homme était pendu. Il ne touchait pas à terre. C'était terrible. Et quand vous avez la corde au cou, eh bien, progressivement, ça monte blanc, blanc, comme la chemise. Et c'est fini. C'est horrible. Moi, je vous dis, il vaut mieux être filié que ça, parce que vous tombez raide. Mais là, vous êtes comme une loque. On a été au milieu de la place qui était entourée de chars d'assaut. On était là au milieu, on ne pouvait pas bouger, nous. Et on a vu les premiers pendus. Ce que je vois, c'est net. Au grand balcon, 1, 2, 3, il y a 5 pendus. Et à ce petit balcon, il y en a 2, dont le fils du boucher. Vous voyez que le boucher est à côté, là. Et sa mère le voyait à travers les volets. Il montait à l'échelle, il devait être au deuxième ou troisième barreau de l'échelle, ça je l'ai bien vu. Il a crié « Maman, maman, dis-leur que je suis innocent ». Puis il a continué à monter et là ils l'ont pendu. Puis je suis redescendue. Moi, on ne sait plus où on est, on ne sait plus quand vous voyez ça. Et je suis rentrée et je sais que j'ai dit à maman, maman, ils ont pendu le fils Vieillefond. Vous ne dites rien, vous ne dites rien, vous êtes tellement choqués, tellement abasourdis. Et puis on est resté, alors maman après m'a dit, reste là, rentre, bouge plus, bouge plus. Puis moi, je voulais voir, je voulais savoir. Pour certains, de la tristesse, des larmes, et puis pour eux autres, une fierté, une noblesse. Ils marchaient la tête haute, ils marchaient avec une certaine majesté, voyez-vous. Et d'autres pleuraient, d'autres étaient abattus, d'autres marchaient comme ça. C'est des moments pénibles. C'était un silence, vraiment un silence. Les gens étaient là, les Allemands étaient considérés comme des types de voyous, je ne sais pas. En tout cas, personne n'a dit quelque chose ou a protesté. Les gens étaient là comme des moutons. Comme des moutons. Tristes, bien sûr, prêts à pleurer. Il n'y avait pas de cris. On n'entendait pas de cris, on entendait les Allemands de temps en temps qui réprimandaient, qui gueulaient, eux, mais peu. Un silence énorme, énorme. Et à un moment donné, on voyait d'où j'étais le pont, avec 4 réverbères. Alors le premier réverbère, c'est un gars de rugby, un pilier du Sporting, qui est monté là. Et alors il n'a pas voulu se faire prendre, lui. Il a tapé un coup de pied dans la poitrine de la main, il a sauté dans le ruisseau. Et j'ai vu le gars qui a sauté, et on lui a tiré je ne sais pas combien de balles. Et je sais qu'il y a quelqu'un derrière moi qui dit « Ils sont cons, ils leur tirent dessus, et ils seraient morts, il n'y a pas d'eau en bas, il n'y a presque pas d'eau. » Bah, je ne connaissais plus rien, j'avais peur, j'étais mort, je réagissais pas. Je vous dis, je me suis même pas retourné, j'ai entendu un gars qui pleurait et quelqu'un le tenait, et bon, mais moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Rien. Cet homme derrière lui, c'est André Burgos. Il a 18 ans quand il assiste aux pendaisons.
M. Antoine Soulier a vu pendre son fils. Mais je lui tenais le bras. Tu as été mon instituteur. Et je lui tenais le bras car il a vu la pendaison de son fils, le pauvre. Pour les Allemands, je ne peux rien dire, on leur avait tué 40 soldats, eux ils trouvaient que c'est normal que les gens soient pendus. Et alors à côté, vous aviez les machins blindés, les automitrailleuses, tout ça, et puis la musique qui jouait donc au fond, et puis alors ils mangeaient les cerises au mois de juin, les cerises et puis ils rigolaient. Des cerises, de la musique et 99 corps sans vie qui pendent au balcon et au réverbère de la ville. Quand les gens étaient pendus, morts, ça ne durait pas longtemps. Hein. Et ils ont été descendus et puis mis sur le tas pour être enterrés. Dans la soirée, ils ont ramassé les corps et ils ont été enterrés dans une fosse commune que des copains à moi avaient creusée au sud de la ville. Les corps des suppliciés ont été enterrés à la va-vite dans la décharge de la ville. Sur les 120 civils promis à la mort par pendaison, 21 en réchappent. Pourquoi cet arrêt à 99 pendus? Nul ne le sait. À la fin de cette exécution, il reste encore 500 hommes massés sur la place de Souillac. C'était pas fini, quoi. Pour nous, c'était pas fini. On a été refoulés après les pendaisons à l'intérieur de la Manu. On y a passé la nuit. Il y a les jeunes d'un centre d'apprentissage. Et ils ont foutu avec nous pour dormir avec nous. Tout ça pour prendre leur lit et coucher à leur place. Puis le lendemain matin, d'un seul coup, il y a des Allemands qui se pointent, qui disent tous ceux du centre d'apprentissage là, en rang, dehors. Le père Béraud me dit, mais tu vas dedans, tu vas avec eux. Je lui dis, mais ils vont bien le voir que moi j'en suis pas. Comment? Il y en a d'aussi vieux que toi. Et ils sont trop cons, ils n'ont pas pris les noms, ils voulaient coucher à leur place. Fous-moi le camp avec. Alors moi, au culot, je me suis mis dans cette colonne. Ah, ils nous ont accompagnés jusqu'au portail, ils ont ouvert le portail. Rentrez chez vous. Et voilà comment je suis sorti. C'est le pot. Et ce père Perrault, il m'a sauvé 2 fois. Hein. Et il a trouvé le moyen de se sortir de l'auberge encore, lui. Et on s'est retrouvés 2 jours après, chez moi. Il est monté à la maison. Ma mère nous préparait à manger. On ne pouvait pas manger. On pleurait tous les deux. C'était dur. Vous savez que c'est des souvenirs. Ce matin du 10 juin, la ville de Tulle se réveille traumatisée. Aucune information n'est diffusée. On ne connaît pas l'identité des morts. C'est le silence et la terreur orchestrée par les SS. Après quelques libérations miraculeuses comme celle de René Dubec, les portes de la manufacture se referment à nouveau. Et ce sont les femmes qui viennent aux nouvelles de leurs fils et de leurs maris. Pierrette Arnal peut reprendre son travail à l'infirmerie dans la manufacture. Il y avait surtout beaucoup de femmes accrochées au portail de la manufacture, pas d'hommes, mais des femmes, des jeunes, des vieilles qui venaient voir. Ils avaient leur fils, leur mari là. Que les gens ne savaient pas, ceux qui étaient pendus, ne savaient pas s'ils étaient pendus, s'ils étaient restés. Alors ils ont fait les familles ont porté à manger aux prisonniers. Alors madame, est-ce que vous pouvez, donc j'ai passé mon temps à mettre des paquets dans mon tablier d'infirmière et à aller les distribuer, et je disais des noms. Et alors quand le paquet revenait, c'est qu'ils avaient été pendus. L'après-midi de ce 10 juin, les SS acheminent une dizaine de camions sur la place de Souillac. Après de nouvelles libérations,
Il reste 350 otages qui sont escortés jusqu'au véhicule. On était bourrés dans les camions, et alors ils ont dit avant le départ, ils ont dit s'il y a quelqu'un qui s'évade, on fusille tout le monde. On avait peur, on avait vu ce qu'il avait fait. Ils étaient capables de le faire. Papa, je pense, devait être dans le deuxième camion. C'était des camions à bestiaux, avec une toile, une bâche qui tombait derrière. Alors j'ai dit, papa, qu'est-ce qui t'arrive tout ça? Ben, il dit, ils vont nous emmener. Je lui dis, mais où ils vont t'emmener? Oh, ben, il m'a dit, tu sais, ils vont nous emmener travailler en Allemagne. Je dis, comment tu le sais? Oh, il dit, je m'en doute. J'ai dit à papa, saute. Et il m'a répondu, ma petite fille, je ne peux pas faire ça. Si jamais il se rendait compte qu'il en manque un, il serait capable de tous les fusiller. Et papa m'a dit, surtout, ma petite fille, fais bien attention à ta maman. La vache est retombée, et le camion est parti. On a vu partir le convoi. C'est la dernière image qu'Yvette garde de son père. Les 350 otages de Tulle gagnent la ville de Limoges sous bonne escorte. Après un dernier tri, ils sont au total 150 à rejoindre des convois de déportés vers l'Allemagne. Nous sommes partis en déportation le dimanche 2 juillet 1944. Nous étions 100 par wagon. Et en rentrant dans le wagon, je m'étais accroché sur le bord du machin et j'ai mis le nez dans le... Ça m'a sauvé. Le wagon à côté du mien, là, c'était le wagon, il y a eu 75 morts sur 100. On ne savait pas qu'on allait à jour, rien du tout. Nous avons été libérés par les Américains au mois de juillet 1945. Je ne sais pas comment ça s'est passé, j'ai survécu. André Burgos et Jean Viacruz font partie des 41 survivants des camps de la mort. Pour les habitants de Tulle, le bilan de ces journées est terrible. La ville compte ses morts. On estime que le passage de la division Das Reich a fait plus de 300 victimes. Paul Mons, qui avait 8 ans en juin 1944, est le fils de l'un des pendus de Tulle. Dans le quartier de son enfance, les morts ont été nombreux. Alors ici au 14, il y a M. Lasseron qui fut un des pendus de Tulle, un des suppliciés de Tulle. Au 16, ici, vous avez M. Benjamin Buzy qui fut également un des suppliciés. Au 18, vous avez M. Faugère qui fut déporté et qui ne revint pas. Et au 19, c'est là que nous habitions, au 2e étage. Comme Paul Mons, toutes les familles ont perdu un père, un fils, un mari ou un frère. Après le sang et la mort, la terreur voulue par les SS porte immédiatement ses fruits. Cette terreur divise durablement une population traumatisée. Les coupables du massacre ont changé de camp. Les responsables, ce ne sont plus les nazis, mais les maquisards. À ce moment-là, vous avez eu ce revirement. Les gens que j'avais vus, les mêmes personnes, les mêmes visages que j'avais vus qui se jetaient sur embrasser les maquis qui venaient, qui leur donnaient à boire, qui étaient contents. Ce sont ces mêmes personnes qui se sont retournées contre eux la semaine suivante et qui ont écouté ce que la propagande de Vichy disait. Et ils ont dit, les mêmes personnes, que c'était à cause du maquis qu'il y avait eu ces morts. Ce qui fait que c'est rentré dans le cerveau de quelques personnes, vous comprenez? On a fait porter la responsabilité du massacre sur les FTP, avec un raisonnement qui pour moi est un raisonnement fait a posteriori. Si vous n'aviez pas attaqué, il n'y aurait pas eu les pendaisons. Bon. Mais encore une fois, on ne peut pas faire l'histoire à l'avance. Les gens qui attaquent le 7 juin ne peuvent pas s'imaginer que le 9 juin, il y aura une division Das Reich dans Tulle qui va exercer de telles représailles. Et il est évident que si on avait su que la Das Reich remontait, moi je connais les dirigeants de l'insurrection au plan régional et au plan interrégional, ben il est évident qu'ils auraient laissé passer la Das Reich. Pardi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, il n'y a pas eu la moindre obstination. Du coup, les pendaisons ont même eu tendance à faire oublier que les journées des 7 et 8 juin sont une victoire du maquis.
puisque le maquis, à lui tout seul, a réussi à prendre quasiment toute une ville. Une victoire, mais sans plus, parce qu'il y avait quand même du déchet dans la population. Faut bien dire, quand on a pendu les gars, on se sentait un peu responsable, si vous voulez. Jamais on n'aurait pu penser ça. Nous, on voulait libérer la ville et puis ça s'arrêtait là. Certains bons esprits prétendent que si nous n'avions pas attaqué les Allemands n'auraient pendu personne. C'est pas vrai. Parce qu'après, ils ont fait au radour, sans aucune raison d'ailleurs. Et venant du sud-ouest, ils en avaient fait des pendaisons, des incendies, Alors donc, je ne regrette, je ne me fais pas de reproche, je n'ai pas de remords d'avoir participé à l'attaque de Tulle. Donc c'est resté finalement la confirmation que le concept SS, meurtrir pour plusieurs générations une localité ou une population, était la plus sadique des sanctions à infliger. On savait bien que les SS avaient tué, c'était des dangers, c'était des gens qui ne venaient que pour ça, tuer des civils, et on avait quand même peur que ça puisse se reproduire. Chacun restait un peu renfermé sur lui-même, mais surtout se posait la question, comment se fait-il que ça ait pu se produire à Tulle? Et ça n'est que par la suite qu'on s'est rendu compte que finalement, il s'agissait bien d'un crime qui était prémédité. À partir de 1948, la France installe des tribunaux militaires permanents. Crimes de guerre, massacres ou simples représailles, la justice militaire doit répondre à cette question et punir les coupables s'il y a eu tuerie. Ces procès débutent à Bordeaux avec celui des responsables des assassinats des garde-voies exécutés dans les premières heures de l'attaque de Tulle. 2 officiers sont condamnés. Les soldats sont relaxés. En 1951, s'ouvre le procès des officiers responsables des pendaisons. Ils sont condamnés aux travaux forcés, mais ils se défendent en expliquant qu'ils obéissaient aux ordres du général Lammerding. Celui-ci est absent de son procès. Il est condamné à mort par contumace. On a comme résultat l'impression d'une justice couchée. Ce sont des tribunaux militaires. Ce n'est pas la justice souveraine et libre surtout des injonctions politiques, qui a contribué à limiter les dégâts pour les relations des peuples, disons. Ce qui a mené finalement à la fraternisation, l'amitié franco-allemande, qui a aussi eu un prix très lourd, c'est-à-dire ce prix sur l'autel de la justice. En 1962, le général Lammerding est repéré à Düsseldorf. Un magazine allemand, dit Tat, révèle que le meurtrier de Tulle coule des jours tranquilles en Allemagne. Sa plainte contre le magazine déclenche une campagne côté français pour tenter de le faire extrader en France, où il a été condamné à la peine de mort. Lorsque nous avons appris par l'écho du centre que Lammerding vivait à Düsseldorf tranquillement comme entrepreneur du bâtiment, alors immédiatement nous avons décidé d'aller à Düsseldorf. Et puis nous nous sommes rendus donc dans la rue Vogelstrasse, là où il habitait, pour bien faire la démonstration que nous ne venions pas bavarder à Düsseldorf, mais nous venions l'accuser et le mettre devant l'opinion publique à son stade de criminel de guerre. Lammerding n'a finalement jamais été inquiété. Il est décédé en 1971. Faute d'une justice claire, Tulle s'est un peu renfermé et crispé dans la douleur pendant de longues années. Mais la ville et ses habitants font depuis un long travail de deuil et de mémoire. Depuis 1949, la ville commémore ses martyrs. En tant qu'ancien député maire de Tulle, François Hollande y assiste chaque année. C'est une cérémonie qui est une marche et où personne ne parle.
qui rassemble des survivants, qui rassemble les enfants des martyrs, qui ont voulu qu'il y ait toujours ce rendez-vous. Donc c'est une mobilisation populaire, mais qui est dans la gravité, dans le silence. Enfin, les noms des martyrs sont évoqués, et c'est le seul discours qui est prononcé. Il n'y a jamais de discours. Alors à force, puisque j'y suis allé chaque année, les noms des martyrs, ceux qui ont été pendus, ceux qui ont été déportés, nous les avons dans la tête. Tulle est une ville joyeuse, est une ville qui aime l'humour, la farce, qui aime à tous égards la bonne vie, et qui a été touchée par la mort. Et la dignité de cette ville, ça a été d'être fidèle à la mémoire et en même temps d'être capable de la surmonter. Comment continuer à vivre? Pardonner dans le ton, pas à ceux qui ont commis le crime, mais à l'Allemagne, oui, bien sûr, il faut pas confondre des gens qui étaient fanatisés avec un peuple qui est comme nous. C'est une marque, c'est gravé, c'est toujours là, la marque est toujours là. Et ça fait mal, ça fait mal. Si on laisse dans l'oubli, qui prouve que d'autres ne le referont pas ces monstruosités, qui le prouve? Non, il faut tourner la page, il faut vivre, hein. Ce que je vous dis, mais il ne faut pas oublier le passé.